Bienvenue sur le podcast Déclic, le podcast de la motivation qui te servira à te lancer et aller de l'avant pour changer de vie, trouver la force et le courage de monter ton entreprise. Pour celles et ceux qui n'osent pas, écoutez ces courageux, prenez d'eux de leur force, de leur détermination et n'hésitez plus à passer à l'action. Le déclic qui changera votre vie. Bonjour à tous. Pour cet épisode, nous recevons une de mes amies les plus proches, une femme qui inspire la douceur. Elle est calme, enfin ça dépend. Elle est relaxe, toujours présente dans les moments où j'en ai le plus besoin. Son activité lui ressemble, je dirais même qu'elle lui colle à la peau. Je vous présente Esma, masseuse pour bébés, femmes enceintes et accompagnante à l'allaitement. Comment ça va ? Ça va très bien, je te remercie de m'avoir invitée. C'est tout le plaisir est pour moi parce que heureusement que tu es là pour me motiver aussi. Alors du coup, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours et nous parler aussi de ton activité parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas ce métier. Alors, donc, je m'appelle Asma, comme tu l'as dit, je suis mariée, j'ai 4 enfants, j'ai 3 garçons et une fille, et j'ai un parcours assez varié et un petit peu disparate, il n'y a pas grand-chose qui va ensemble, si ce n'est qu'on retrouve toujours la relation, l'échange, en tout cas la relation avec la clientèle. Au niveau des études, j'ai pas fait de grandes études. En fait, l'école m'a toujours un petit peu ennuyée. Si ce n'est que, encore une fois, ce que j'aimais à l'école, c'était la relation avec les autres. Donc, D'accord, donc ça c'est vraiment un côté que tu as depuis exactement. toujours. Même pour la petite anecdote, mes parents ne voulaient pas que je fasse du latin. D'accord. Qui avait envie de faire du latin Voilà. déjà à la base ? Et moi, je voulais absolument faire du latin, non pas pour apprendre Mais le tu latin, m'as jamais dit ça. Mais tu as voulu faire du latin. juste pour aller avec mes amis, en fait, qui eux étaient inscrits au latin. Ah, c'était Donc, je faisais une plus ambiance. voilà, donc je faisais plus de cours, je rentrais plus tard chez moi. Et D'accord. j'étais nulle, j'avais de mauvaises notes, mais Oh, je m'amusais beaucoup. Et donc, c'était vraiment toujours... Et tu m'as jamais dit ça. Donc voilà, c'était vraiment... J'ai Ah, toujours la porté vache. une grande importance sur la relation avec les gens. D'accord. Tu peux nous dire 2-3 mots en latin ou t'as tout oublié ? Aussi, mais en fait, j'ai une chanson qu'on nous a appris qui m'est restée, mais je ne vais pas la chanter. Je D'accord. chanterai en Mince. off. En si tu off, veux. ouais, je veux bien que tu... Alors là, je vais pas te lâcher avec ça, vraiment. Donc D'accord. voilà, donc j'ai pas fait des grandes études, ça m'ennuyait un petit peu. Et j'ai assez vite Excuse-moi de te travaillé. couper, c'est quoi que tu appelles de grandes études ? J'ai un bac plus 1. Bac plus 1 ? Voilà. Moi j'ai un bac moins, on sait pas combien. Hein. Donc ça m'ennuyait. Mhm. Et après, j'ai fait beaucoup de travail alimentaire. J'ai toujours été assez bonne dans ce que je fais, mais en fait, je m'ennuyais assez vite. J'ai remarqué que tous les travails salariés que j'ai faits, en fait, c'est toujours très répétitif. Même s'il y a plusieurs fonctions, finalement, on tourne toujours à faire plus ou moins la même chose et je m'ennuie très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai changé. Mhm. Donc, j'ai fait du secrétariat, j'ai fait... principalement, j'ai travaillé chez un opérateur téléphonique. On dira pas son nom. On ne dira pas son nom. Ouais. T'es resté combien de temps chez l'opérateur ? 8 ans. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'évolution au sein de l'opérateur ou tu as toujours été au même poste ? Non, j'ai fait plusieurs services, mais disons que y a toujours l'échange avec la clientèle, mais moi je trouvais ça ennuyeux en fait. Finalement, je trouvais ça ennuyeux parce que finalement j'étais en train de travailler pour quelqu'un d'autre et je m'épanouissais pas, même si j'avais plein d'idées, je pouvais pas les mettre en place. Et en fait, moi ce que j'aime, c'est avoir des... En fait, c'est pas tant le fait de... J'aime le processus en fait. Ok. Donc j'aime quand on construit quelque chose. Finalement, la finalité, elle apporte peu pour moi. Mais j'aime bien les nouvelles choses, les nouvelles activités et les processus. Alors là, finalement, on se retrouve toujours à faire plus ou moins les mêmes choses. C'est le but d'un salarié, hein, il est là pour faire une tâche en particulier, et voilà. Du coup, tu dirais que tu as fait ce travail-là parce qu'il y a les charges, il y a les enfants, il y a les Principalement, projets. au départ, je suis toujours excitée par un nouveau travail, quel qu'il soit. Ça me plaît toujours. Et puis, au bout de quelques mois, ça y est, je m'ennuie. D'accord. Et j'aime pas m'ennuyer. Bah, 8 ans, tu as résisté quand Donc, même. bon, j'ai eu des périodes de congé parental aussi, mais... Donc, voilà. Et puis à côté de ça, j'ai une activité bénévole pour laquelle donc, je m'occupe d'une équipe qui enseigne aux enfants. Tu peux en parler, il n'y a pas de... Ouais. Donc ça me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup le management. Mhm. J'aime bien cette notion d'équipe, d'avoir aussi les projets, les processus. Et en plus pour une noble cause. Donc, Alhamdoulilah. donc voilà en gros le parcours. Et puis voilà, quand...
j'étais chez Free et puis voilà, j'ai déjà essayé de... Finalement, on aura dit le nom Ah de oui, l'opérateur. je l'ai dit. Bah voilà, j'aime beaucoup. Et en plus, on coupe rien du tout au montage. Mais j'aime beaucoup Free. Hein. Oui, Donc, je sais, je suis passée chez Free maintenant à cause de toi. J'aime beaucoup Free. Enfin, à cause de toi, en tout cas, par ta cause, je suis passée chez Free, ça y est. Mais en tout cas, avant, j'avais déjà essayé de monter une entreprise dans le secrétariat à domicile. Et puis, j'ai aimé le processus, mais finalement, ça n'a pas fonctionné parce que moi, je me suis mis des barrières toute seule. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai essayé de faire aussi une autre entreprise, mais à chaque fois, en fait, je me mettais des bâtons toute seule à chaque fois, mais finalement, parce que c'était pas ce qui me convenait, moi. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu sais pourquoi Exactement. Donc, en fait, c'est donc quand j'ai fait une rupture conventionnelle donc chez Free du coup, j'avais un projet en tête mais finalement qui n'était pas réalisable réellement et donc je me suis dit maintenant il faut que je sache exactement ce que je veux parce que c'est pas si facile que ça de savoir exactement ce qu'on veut en fait. Ah tout à fait, je suis d'accord. C'est pas si facile que ça de savoir qui on est, ce à quoi on aspire, qu'est-ce qui nous fait vibrer, est-ce qu'on est prêt à faire ça, est-ce que notre entourage il est prêt à suivre. Donc c'est pas quelque chose de négligeable. Et puis finalement, j'ai trouvé. J'ai trouvé parce que finalement, je me suis rendu compte que ce que j'aime, c'est les bébés. J'aime beaucoup les bébés. J'aime tout l'univers de la maternité. C'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose pour lequel parfois les gens me demandaient des conseils. C'est des choses pour lesquelles j'arrive à amener les gens à ce qu'ils veulent. Et en fait, une fois en parlant avec une personne, elle m'a dit, mais en fait... t'attends quoi Et t'es faite pour ça. Et là, je me suis dit, mais oui, pourquoi si elle me dit ça c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Après, j'avais trouvé ma formation. Alors, tu m'as présenté en tant que masseuse, mais t'as oublié la somnopédagogie. Oui, je voulais le dire, je me suis dit, mais elle va le dire après. Qui est l'activité principale. Et donc, quand je suis tombée sur cette fameuse formation de somnopédagogie dont on va parler juste après, qui est une formation canadienne et qui est reconnue internationalement, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Et puis j'ai hésité quand même parce que voilà, ça a un certain coût et puis il faut vouloir investir sur soi aussi. Et puis un jour j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit mais vraiment t'attends quoi en fait? Et je me suis dit mais oui j'attends quoi? Est-ce que tu as répondu à cette question? Quand il m'a dit t'attends quoi, j'ai dit ça m'a mis un petit peu une claque. Ouais, c'était une évidence, c'est vrai. Un déclic. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est là, pour le déclic. Et donc j'ai parlé à mon mari et je lui ai dit est-ce que tu es prêt à me suivre si je me lance? Et il m'a dit vas-y. Donc l'histoire a commencé comme ça. Donc la somnopédagogie en fait c'est bon, je peux parler maintenant. Tu parles de tout ce que tu veux, le temps que tu veux. Donc la somnopédagogie en fait c'est une approche qui permet en fait aux parents qui rencontrent des difficultés de sommeil avec leurs enfants de régler donc les situations de sommeil, que ce soit des problèmes d'endormissement, de coucher, de problèmes nocturnes, que ce soit ce qu'on appelle les parasomnies, que ce soit des réveils difficiles, donc chez l'enfant, donc moi ma certification, donc chez l'enfant donc de 0 jusqu'à 12 ans. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette formation-là, c'est qu'on n'est pas en train de vendre du rêve, on n'est pas en train de dire c'est une méthode en 7 jours et vous allez pouvoir, votre enfant va dormir en claquant des doigts, ça ne se passe pas du tout comme ça, c'est vraiment une méthode réaliste. Et pour la petite histoire, en fait, je l'ai appliquée moi-même sur mes enfants, puisque quand j'étais en train de faire ma formation, j'ai une maîtresse qui m'a dit que un de mes enfants s'endormait en classe. Ok. Donc là, j'ai dit... Je suis déjà là, je suis formée, il faut que je trouve c'était en plein pendant la formation, et donc j'ai mis en place tout ce que j'ai appris le jour même, et ça a tout changé. Ça a fonctionné tout de suite. Ça a tout changé. Donc j'étais vraiment convaincue. Et il est vrai qu'en fait, le sommeil, c'est une fonction qui est vitale, mais dont on parle très peu, qui est vraiment négligée, d'autant plus maintenant, après tout ce qui est le Covid, et tout le monde est sur les écrans, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est important, et notamment pour les enfants. Alors c'est vrai qu'avant que tu te lances, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. En sachant que dans le passé, j'ai quand même travaillé avec les enfants, j'ai jamais entendu parler de somnopédagogie. Et c'est vrai que quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé que c'était bien, surtout pour, comme tu dis, tu vois, les parents qui ont des enfants qui ne dorment pas, ou des fois même tu as des enfants, tu penses qu'ils dorment, mais tu apprends plus tard que tes enfants ne dorment pas. Et un médecin lambda, il va te dire, mais couche-le à 20h. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médecin, dans son cursus de médecine, il n'a pas d'heures de cours sur le sommeil, si ce n'est
concernant la posologie à donner en tant que médicament pour des insomniaques, c'est-à-dire pour des adultes. Ok. Donc si tu vas voir un médecin ou un pédiatre en lui disant mon enfant il dort pas, nanana, lui il va soit répondre avec son expérience personnelle, avec ce qu'il a vécu avec ses propres enfants, Ok. soit il va répondre sur ses croyances. C'est-à-dire, par exemple, tu as les fameuses méthodes, les 5, 10, 15. C'est la première fois, tu laisses pleurer ton enfant 5 minutes. Après, tu le laisses pleurer 10 minutes. Après, tu le laisses pleurer 15 minutes. En fait, ça c'est... Oh, non, mais moi, j'étais une grande spécialiste des 15-15-15. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant, un bébé, là, on parle d'un bébé, hein, en tout cas, sur ces méthodes-là, que je partage pas du tout, c'est qu'en fait, un bébé, son seul moyen d'expression, c'est le pleur. Bah oui, il parle C'est- pas encore. il ne s'exprime que comme ça. Donc lui, quand il pleure, c'est pas des caprices. Parfois, les gens disent oui, ne le prends pas, il va être capricieux, il va être habitué au bras. En fait, un enfant, un bébé, il exprime un besoin. Donc s'il pleure, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Et c'est à nous de savoir quel est son besoin et de pouvoir y répondre. C'est comme si nous, on a faim, et on demande à un Chinois, on crie en français à un Chinois, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et lui, il vient, il te dit non, je reviens dans 15 minutes. Ouais. Crie que t'as faim pendant 15 minutes, Genre, je lundi, reviens il après. vient dans 5 minutes, mardi, il vient dans 10 minutes, et mercredi, il vient dans 15 minutes. Dans tous les cas, le besoin, il sera là, il ne sera pas comblé. Ok. Donc, je trouvais ça très important, parce qu'il y a un grand besoin. 2022, il y a une grande dette de sommeil partout, même pour nous. Bah, même en tant qu'adulte, effectivement. Et après l'après-Covid, les écrans, ça renforce tout ça, et donc il y a vraiment beaucoup de besoins. Donc ça, c'est ma première partie. Juste je te coupe là, c'est vraiment pour mon savoir personnel. Bon, après, celui qui a cette question, il aura la réponse. La lumière bleue, réellement, Ouais. En fait, ça bloque la sécrétion de la mélatonine. D'accord, ok. En fait, la mélatonine, elle va commencer à sécréter en fin de journée, Mhm. et son pic, c'est jusqu'à 3 heures du matin. Ok. À partir de 3 heures du matin, elle commence à descendre. Ok. D'accord ? Ouais. Donc, plus on va regarder, plus en fait il va y avoir la lumière bleue, plus ça va la bloquer. Et c'est d'ailleurs même, je vais expliquer juste après, mais juste pour ne pas oublier, pardon, je bégaye un petit peu, tu trouves parfois des veilleuses pour bébés qui dégagent de la lumière bleue. Bah, il y a pratiquement que ça sur le marché. Donc, en fait, même les fabricants de ces veilleuses ou autres, ils ne font même pas attention à ça. Donc, il faut savoir qu'une heure de lumière bleue, ça décale de 15 minutes la sécrétion de la mélatonine. Ok. Donc un enfant qui va regarder 2 heures la télé le soir, ça décale d'une Ouais, demi-heure. c'est seulement un décalage. Mais parce que du coup, c'est vrai que sur les téléphones, il y a quelques années, ils ont fait. C'est pas l'économisateur d'écran, c'est autre chose. Et en fait. Ça fait un peu jaunâtre, c'est ça ? Voilà, ça devient. Après, c'est toi qui choisis la. Ça, je ne sais pas si ça change beaucoup. En tout cas, c'est moins agressif quand tu regardes Ne le serait-ce téléphone. qu'une veilleuse bleue. Mhm. Si, en fait, ce qu'il faut comprendre, moi je donne toujours cet exemple-là, je donne toujours l'exemple du café. Quelqu'un peut boire du café jusqu'à 23 heures, ça va lui poser aucun problème, il va dormir tranquillement. Et une autre personne, après 17 heures, elle ne peut plus boire de café, sinon elle ne va pas dormir de toute la nuit. Ok, ouais. Donc en fait, c'est un petit peu la même chose. Tu as des gens qui peuvent très bien dormir avec la télé. Il y a la lumière bleue toute la nuit, ils dorment comme des loirs, il n'y a aucun souci. Et il y a d'autres qui vont être très sensibles à ça et vraiment ça va les empêcher. Donc en fait, pour la personne, pour l'enfant qui a des problèmes de sommeil, qui a des troubles de sommeil, alors on va essayer d'enlever tout ce qui peut gêner en fait son sommeil. D'accord. En gros, tu dégages son terrain pour le mettre dans les conditions les Exactement. meilleures. Après, si un enfant, lui, il dort très bien, il y a une veilleuse bleue, si lui dort très bien. Ouais, parce qu'après, Voilà. tu as des gens adultes, en tout cas, qui ont besoin de la télé pour dormir, tu vois. Oui, mais si quelqu'un Ça, est c'est leur insomniaque, rituel. Ouais. Voilà, alors lui, il faut lui, dans un autre qu'il problème. enlève lui. la télé, le téléphone, la tablette. Il ne faut pas qu'il fasse ça. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est du côté de la somnopédagogie. Donc tu as Exactement. commencé avec ça. Exactement, c'était le point de départ. Et ensuite, là, tu es en train de développer ton activité. Alors, Non, c'est déjà, ça. attends, je te coupe pour que je comprenne. Donc tu fais la somnopédagogie. À ce moment-là, ta famille, elle te soutient, pas de problème. Parce que là, on parle juste d'une activité. Elle me soutient sans vraiment en parler. Ok. C'est-à-dire que C'est passif. voilà, c'est passif. C'est passif, mais ça me convient. D'accord. Je cherche pas les mots. Je sais que c'est ok du côté de mon mari. Dans ma famille à moi, on n'en parle pas. Ok. Donc, ensuite, tu décides de, je vais le dire comme ça, d'agrandir ton activité ou c'est pas un agrandissement pour toi, c'est une suite logique.
je fais la somnopédagogie, je rajoute ça à mon panel de compétences. Je rajoute ça à mon panel de compétences. D'accord. Et donc là, à ce moment-là, on passe au massage bébé. Au massage, exactement. Donc au massage bébé et au massage pour enfants, sachant que j'ai trouvé que le massage pour enfants était vraiment complémentaire parce qu'à la base aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai une appétence, on pourrait dire, pour les enfants qui ont des troubles. Et en fait, tout ce qui est appelé troubles 10, les dyslexies, les TDA, TDAH, dyspraxie, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours, enfin, qui m'a, pas toujours, mais depuis que je connais, qui m'intéresse. Et il faut savoir aussi que ce qui m'a intéressé dans la somnopédagogie, c'est que, en fait, maintenant, tu trouves beaucoup d'enfants qui ont des troubles comme ça. Oui, il y en a au moins ouais. 1 voire 2 par classe, alors qu'ils ne le savent pas parce qu'il n'y a pas toujours les moyens pour les détecter. Effectivement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un manque de sommeil chez un enfant peut augmenter son risque, entre guillemets, d'avoir des troubles. Et parfois... Ça ne le génère pas, c'est-à-dire que le trouble est déjà là, mais ça va l'augmenter. Ça peut. Ouais. Mais en fait, parfois, tu as aussi des faux diagnostics. Alors attention, pour ceux qui écoutent, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui ont tous les diagnostics voilà. sont faux. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir, par exemple, un diagnostic de TDA ou de TDAH, et qu'en fait, c'est un enfant qui est en manque de sommeil. Ok. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant qui est en manque de sommeil, c'est pas juste un enfant qui est fatigué. C'est un enfant qui aura moins de concentration, c'est un enfant qui aura plus d'agitation, c'est un enfant qui aura plus de troubles de l'humeur, c'est un enfant qui sera agité, excité, et parfois, on peut croire que c'est un problème de l'attention et de l'hyperactivité. D'accord, ça n'a rien à voir. Et c'est pas toujours le cas. Et parfois, les parents ne savent pas que leur enfant ne dort pas finalement toute la nuit ou ne dort pas correctement. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et aussi, le fait de régler le sommeil, eh bien, ça peut lui permettre de se concentrer plus. Alors, pourquoi je suis revenue à la somnopédagogie? Parce que quand j'ai fait le massage pour enfants, le massage il est aussi adapté aux enfants qui présentent des troubles, donc de troubles 10 et de TDA, etc. Donc ça coulait de source pour toi de compléter. Exactement. Et donc du coup, les bébés aussi. Donc j'ai fait le massage pour les bébés et récemment donc le massage pour les femmes enceintes. Qui apparemment se passe très très bien. J'ai eu de bons retours. Apparemment. On apprécie. Et moi, je suis pas enceinte, mais les personnes qui se sont fait masser, elles apprécient. Et enfin, donc j'ai complété avec l'accompagnement à l'allaitement. Parce que en fait, il y a en effet toute la dimension des enfants sur laquelle je vais intervenir, mais je veux aussi intervenir sur la dimension de la mère et de la maternité. En fait, je ne le savais pas, parce que je ne l'ai pas vécu moi-même, mais j'ai appris au fur et à mesure, et je me suis beaucoup renseignée et documentée sur le fait que finalement, l'allaitement n'est pas quelque chose de très mis en avant en France, ni même dans beaucoup de pays. Et j'étais assez surprise, parce que pour moi, l'allaitement, ça coulait de source, c'est quelque chose de naturel. Je dirais même qu'en France, en tout cas, c'est un sujet tabou. Tu vois bien qu'il y a des histoires qu'on entend maintenant sur les réseaux. Une femme qui va allaiter, c'est encore choquant. C'est ça, en France, mais en fait, je dirais même, au-delà de ça, même par les professionnels qui vont encourager les femmes à donner le lait maternisé. Alors, je ne suis pas contre le fait de donner le biberon. Si une femme, elle est OK avec ça et qu'elle ne peut pas faire autrement... Oui, ça l'arrange, c'est raison. Quoi. Je ne suis pas contre le lait artificiel, le lait en poudre. Je ne suis pas contre du tout. Mais je ne suis pas contre à partir du moment où la femme, elle est informée et elle prend un choix en connaissance de cause. Il faut savoir que la plupart des femmes sont capables d'allaiter. Et que parfois, en fait, elles sont mal informées. Parce que c'est pas facile, l'allaitement. C'est pas quelque chose de forcément inné, c'est quelque chose de naturel, mais c'est pas toujours évident. Parfois, ça peut faire mal, surtout au début. On n'est pas habitué, on ne sait pas comment mettre le bébé. Et en fait, c'est quelque chose de très tabou. Et quand je suis passée par là, je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'univers de la femme, dans l'univers de la féminité, il y a énormément de tabous encore aujourd'hui. Et que même les femmes entre elles ne communiquent pas. Pourquoi les femmes, elles ne sont pas au courant de qu'est-ce qui se passe exactement pendant l'accouchement? Pourquoi elles ne savent pas, la douleur n'est pas vraiment décrite, les douleurs, même psychiques, ne sont pas décrites, le postpartum n'est que peu... Alors ça, pour moi, j'ai l'impression que le postpartum, de mon point de vue, c'est éludé complètement. Genre, on ne veut pas parler du postpartum. On ne veut pas en parler. On ne veut pas parler de la solitude que la femme peut ressentir. On ne veut pas parler des peurs qu'elle peut ressentir. On ne veut pas parler de l'allaitement. On ne veut pas parler du retour de couche. On ne veut pas parler de tout ça. Et je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi il y C'est a un tabou à ce point, ouais, c'est un sujet alors que c'est un besoin qu'il y a. Moi, je me dis, il y a certaines choses que j'aurais voulu savoir. Je me dis, il y a certains moments, et pourtant, ça dépend en plus des femmes. Moi, alhamdoulilah, j'ai un caractère assez fort. Donc j'arrive à me reprendre assez rapidement. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Tu sais que quelque chose qui m'a marqué, il faut savoir que la cause première de suicide chez les femmes, tu sais quand est-ce que ça arrive? Après l'accouchement. 40 jours après l'accouchement. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont dans un postpartum. Mais en fait, ces femmes-là, elles ne sont pas écoutées. Certains, ils vont dire « Ah, elle, c'est une mauvaise mère, elle ne sait pas s'occuper de son enfant. » Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Elle est dans une situation où elle ne peut pas. On est dans une société occidentale où en plus on est seul. Tu rentres de la maternité, tu rentres chez toi toute seule. Oui, c'est pas comme au bled. T'es là, tu rentres, la famille t'attend, tu restes avec ta belle-mère, la tante, la cousine. Alors je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais ce que je dis en fait, c'est qu'il y a besoin pour certaines femmes d'avoir un accompagnement et aussi d'être au courant de ça. J'ai parlé récemment avec des sages-femmes et je leur disais que justement concernant la somnopédagogie, je pense que ce serait bien que les femmes apprennent ça avant que l'enfant il arrive. Bien sûr. Ne pas attendre d'être dans le problème pour pouvoir y remédier. Et qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Donc ces deux sages-femmes qui travaillent ensemble, elles m'ont dit qu'en fait beaucoup de femmes se disent non mais en fait pour moi c'est bon, ça va aller. Et c'est comme elles me disaient que donc dans la préparation à l'accouchement, elles abordent le thème du couple et des choses intimes du couple et tout le monde se dit ah non mais c'est bon, ça va aller. Mais en fait quand le bébé arrive, ça va pas, c'est arrivé qu'une femme arrive en pleurant, oui pourquoi personne ne m'a prévenue? Elle lui a dit mais on a vu ça ensemble, mais vous avez dit que vous ça ne vous concernait pas. Donc il y a, je pense, le fait de ne pas donner suffisamment d'informations. Il y a aussi parfois un petit peu l'ego de la personne qui ne veut pas se rendre compte exactement de ce que ça va être. Est-ce qu'il n'y a pas aussi et surtout la culture? Parce que regarde, dans les cultures subsahariennes, c'est pas un sujet. T'es enceinte, t'accouches, bois du bissap, certainement avec... Mais est-ce que ça veut dire que les femmes, elles ressentent pas ça? Non, je suis pas en train de dire qu'elles le ressentent pas, mais... Tu sais, ouais, bah voilà, c'est comme ça depuis toujours. Tu vas pas venir avec tes idées occidentales, nous dire c'est quoi postpartum, on n'a jamais entendu, on a accouché sans péridurale, etc. Est-ce que après, bah, le fait, tu sais, qu'elles aient ou qu'en tout cas qu'on ait grandi avec nos mamans qui n'ont pas connu tout ça, tu vois, est-ce qu'on se dit pas au fond de nous, oui, bon, bah, ouais, ça a toujours été comme ça, et c'est comme ça, et aujourd'hui, on invente des mots à une situation qui est déjà existante, tu vois. En fait, si on pense comme ça, alors je pense qu'on va régler aucun problème. Parce que je pense pas qu'une femme qui a accouché, toujours ça s'est passé 100% nickel. Ah oui, j'en connais pas beaucoup. Perso, je connais pas. Ouais, ça veut pas dire que toutes elles auront besoin de parler, ça veut pas dire que toutes elles ont besoin de ça. Mais en fait, il y a partout, il y a une souffrance. Un accouchement, c'est ta vie avant et ta vie après, c'est pas la même. Ah oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La nuit, bien sûr. Tu vois? Et dans tout, en fait. Ouais, non, mais c'est pour ça que je me demandais, est-ce que la culture ne joue pas en fait, moi, c'est juste que je me demande pourquoi il y a ce tabou sur la femme. Même dans la médecine. Tu prends des livres de médecine, c'est sur les hommes. Mais j'ai jamais fait attention parce que il n'y a pas vraiment d'études sur la féminité. Là même, j'ai vu ça l'autre fois. Dans les années 80, aux États-Unis, ils ont fait une étude sur la relation entre le cancer du sein par rapport à l'utérus. D'accord, il y avait un truc comme ça. Et comment ils ont fait cette étude? Sur un homme? Sur des hommes, uniquement. Bah, comment tu peux faire sur un homme? Je ne sais pas. Ils n'ont pas d'utérus. On n'est pas... Tu vois, normalement, il n'y a pas d'utérus. Ils n'ont pas d'utérus. D'accord. Donc, c'est pas normal. Et le problème, en fait, il y a tout plein de choses. Il n'y a pas, en fait... Même les femmes entre elles, parfois, elles ont un comportement qui... Je ne sais pas comment dire, en fait, mais je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se penche sur ça. Par exemple, l'endométriose. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que... Ça vient d'être découvert. Pourquoi que maintenant? Il y a sûrement des femmes qui souffraient de ça depuis des années ou des siècles. Oh, nous, on ne va pas dire nos âges, mais à l'âge que nous avons, moi, j'ai découvert l'endométriose il y a peut-être ça fait quelques années. 3-4 ans. C'est ça. Et je moi, j'en ai entendu parler quand j'étais enceinte de ma fille, donc ça fait 7 ans. Un petit moment, ouais. C'est ça. Ah, c'est vrai. Et en fait, et pourquoi? Parce qu'on pense que les femmes, elles rajoutent un petit peu. Par exemple, tu prends le mot hystérique.
C'est féminin. Pourquoi? C'est quoi la racine du mot hystérique? Je sais pas. Ça vient de utérus. C'est pas vrai. Le mot hystérique n'est attribué à la base que pour les femmes. C'est pas vrai, sérieux? Ouais. Ah, mais tu viens de m'apprendre un truc là. Donc en fait, ce que je voudrais, moi, au-delà de mon activité, c'est pouvoir en fait faire en sorte que les femmes se prennent en main, que les femmes se serrent les coudes, qu'elles puissent casser les codes si elles veulent, de ne pas être sous la pression d'une société, parce que la société qui a dicté ces codes, pas forcément être sous le poids de la famille, mais de pouvoir faire les choses qu'elles souhaitent du moment que ça reste dans leurs valeurs. Tu vois ? Moi, j'ai la solution pour toi. Fais une masterclass. Fais soit une masterclass, soit fais une conférence, soit fais un podcast. Bien sûr. Tu fais un podcast et t'invites des gens comme ça qui te suivent déjà sur Instagram. On parlera de ton Instagram après. Et loue une salle et fais ça. Fais un échange, ça pourrait être, je pense, une bonne idée. Moi, si tu fais ça, tu m'invites, parce que si tu m'invites pas, ça va pas bien se passer. Comment je vais pas t'inviter ? Ouais, t'as intérêt, je te le dis, moi. Comme ça, tout le monde est témoin. Voilà. Ok. Merci de nous avoir parlé de ton activité. J'ai beaucoup dévié. Hein ? J'ai beaucoup dévié. C'est pas grave. Ah non, mais au contraire, comme ça, au moins, les gens savent de quoi il s'agit. Et puis, s'ils sont intéressés, ils pourront te contacter, mais on en parlera tout à l'heure. Là, moi, je veux savoir, par rapport à toute ton activité, est-ce que quelque chose t'a fait peur avant de te lancer ? Oui. C'est un fameux syndrome de l'imposteur. C'est quoi ça ? C'est-à-dire le fait que les gens, en fait, croient que je ne sais pas ce que je fais. C'est-à-dire, pourtant c'est rare que je porte de l'importance forcément au regard des autres. Parce que les gens y pensent, bien sûr. C'est pas quelque chose qui m'importe beaucoup. Sauf si vraiment je suis en faute et qu'on me dit quelque chose, bien sûr, là c'est important pour se corriger. Sur ce point-là, on est pareil. Mais après, que les gens m'aiment beaucoup ou pas beaucoup, ça ne change pas grand-chose pour moi. Mais en fait, ce que j'avais peur, c'est qu'on ne me prenne pas au sérieux. Voilà, c'est ça. Vraiment qu'on ne me prenne pas au sérieux ou qu'on se dise... Tu parles des gens qui te connaissent, qui ne te prendraient pas au sérieux, parce que les gens qui ne te connaissent pas, ils ne te connaissent pas. Non, même les gens qui ne me connaissent pas. Par exemple, quelqu'un vient en consultation et en fait, par exemple, il croit que quand il repart, il ne soit pas content. D'accord. Qu'il ait l'impression que ça ne va pas du tout ce que j'ai fait, que je suis une imposteur. On regardera on regardera dans le dictionnaire. Et finalement, j'ai vu que ce n'était pas le cas. J'ai vu que je remplissais le job. Et que tout se passe bien. Et que tout se passe bien. Et que mais ça voilà, j'aime les choses qui sont bien faites. Et je veux toujours pouvoir... Voilà, je veux que ce soit toujours... Donc là, tu as surmonté ta peur pour ne pas mettre en échec ton activité, du coup. En fait, j'ai tellement investi, et en temps et en argent, et que je sais que c'est ça qui me correspond, que je ne peux plus faire machine arrière. Aujourd'hui, au moment où on se parle, donc je ne vais pas dire le jour parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais poster le podcast. Un jour de 2022. Un jour de 2022. Si je te dis, Esma, il faut retourner dans le salariat, tu y vas ou pas ? J'y vais si je n'ai pas d'autre solution pour manger. Donc ce sera que alimentaire. Ce sera que alimentaire. Aucune passion. Non. On est d'accord. Non. Ok. C'était ma grande question. Alors j'aimerais connaître le regard de ta famille et de tes amis sur ton activité maintenant. Est-ce que tu te sens soutenue ? Est-ce que tu penses que les gens ils s'en fichent ? Est-ce que tu penses non pas qu'est-ce que tu penses ? C'est quoi ton ressenti ? Alors sur ma famille proche, donc sur ma famille on va dire nucléaire comme on dit. Ouais. Je pense qu'ils sont contents. Ils n'en parlent pas beaucoup et parce que les résultats sont longs aussi à voir. On en est encore au début. Donc, on va dire qu'ils suivent ça un peu de loin. Et puis, mes enfants, ils en profitent pour se faire masser. Ce que j'allais dire, ils sont contents. Voilà, ils en profitent pour se faire masser. Et puis, j'ai mon grand qui, je vois que ça lui donne l'exemple pour lui entreprendre des choses. Donc ça, j'étais contente de ça. Ça, c'est une bonne chose. Peut-être qu'il s'identifie non pas dans l'activité en elle-même, mais dans le processus. Et ça me fait plaisir pour lui. Donc voilà. Et puis voilà, je pense qu'il surveille un peu de loin l'évolution. Et voilà. Et on attend que lui aussi nous sorte quelque chose de son chapeau. Ah, il a quelque chose en... Ouais, je l'inviterai après. Voilà. D'ailleurs, il faut lui dire, il me doit quelque chose, il sait très bien ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est aussi. Voilà. Sinon, pour ma famille de base, on n'en parle pas beaucoup parce que en fait,
et ils ne connaissent pas le monde de l'entrepreneuriat. Ok. Et c'est déjà arrivé que je me disais, j'en parle et je disais, je sais pas quoi faire, et qu'on m'ait répondu, en fait, je sais pas quoi te dire parce que moi-même, je sais pas. Donc, je pense qu'ils suivent ça de très loin. Voilà. Et puis, c'est au niveau plutôt de mes amis que je vais trouver vraiment plutôt de soutien, parce que j'ai la chance d'avoir des amis, en fait, qui ont l'intelligence, en fait, de l'entrepreneuriat, même si eux, ils sont pas entrepreneurs. Donc, il suffit parfois de quelques mots pour pouvoir rebooster s'il y a besoin. Et puis, parce que j'ai des amis avec qui c'est facile de parler, et même parfois de dramatiser, ou bien qu'on a besoin de rebooster. Voilà, je trouve plus de soutien, on va dire, verbal dans les amis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soutien dans la famille. Non, bien sûr, mais c'est un soutien qui est différent. Qui est différent, voilà, c'est ça. Et puis des fois, quand tu es ami, Il y a plus de recul aussi. C'est ce que j'allais dire. Voilà, t'es là, mais t'es pas dans le cœur de l'action. C'est ça. Et c'est plus facile à une amie peut-être de te dire des choses que sans doute ton mari leur a envie de te dire. Peut-être il a peur de te froisser parce qu'après il est avec toi plus souvent quand même, tu vois. Donc en tout cas, moi je te soutiens à 2000%. Et pour réussir, je dis toujours, il faut échouer. Si tu n'échoues pas, tu réussis pas. Bien sûr. Et c'est pas dès que tu commences, tout de suite, tu as la gloire. En fait, j'ai lu une phrase que plus on essaye, c'est le fait d'essayer continuellement, ça fait que la personne, elle réussit. Bien sûr. Donc en fait, la phrase après, elle disait que statistiquement, plus tu échoues, et plus tu as de chances de réussir, en fait. Ça c'est... Donc c'est vraiment ça. C'est binaire, c'est clair. Non, mais si tu n'essayes pas, à quel moment tu mais réussis? en fait, parce qu'en fait, la question c'est quoi? Tout le monde a envie de faire un truc. Il y a plein de gens qui n'aiment pas, on va dire... Non, tu sais pourquoi je te dis ou pas? Parce que hier, j'ai voulu inviter quelqu'un au podcast. Je l'ai vu, on a discuté. Je lui ai dit, toi, je sais que là, tu es dans le monde du salariat, mais je suis sûre que tu veux entreprendre. Je te connais, je vois comment tu es et tout. La personne m'a dit, mais tu te trompes complètement. Et j'étais abasourdie. Non, mais parce qu'en fait, il y a bien sûr des gens qui sont très bien dans le salariat. Et je comprends qu'on soit bien dans le salariat. Tu peux avoir un métier que tu aimes, qui te convient. Tu as ton travail, tu as ton CDI, tu as ton salaire, je veux dire. Donc, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma carrière professionnelle qui se plaignaient tout le temps. J'en ai marre de ce travail-là, j'en ai marre de me lever tout le temps, machin. Et en fait, il y a plein de gens qui ont des projets. Mais entre le vivre dans sa tête et le concrétiser, il y a un pas. Il y a un ravin à franchir. Et en fait, parfois la personne, elle commence, et quand elle voit, parce que les clients, parfois les gens, ils ont dit, ouais, j'ai une idée et tout. Et ils pensent que les clients, ils vont venir en courant, mais c'est pas vrai. Non, tu souffres. Les clients ne viennent pas comme ça, ça n'existe pas. C'est rare, c'est trop rare, tu vois, c'est trop net, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc, et c'est là que beaucoup de gens échouent. Donc, si vraiment tu veux réussir, il faut avoir la passion de ton activité. Si tu fais quelque chose juste pour l'argent, juste pour le business, sauf si vraiment à la base tu as de l'argent et tu investis ou ce genre de choses, mais c'est pas ta propre entreprise à toi, c'est pas vraiment ton cœur de métier, alors tu vas pas y arriver. Et ton conseil à toi, c'est essaye, échoue, recommence, réussis. C'est d'avoir la passion de ce qu'on fait en fait. Par exemple, moi ça me dérange pas de pas dormir de la nuit, malgré que je sois somnifère. Pour faire ce que je fais. Purée. Ça me dérange pas parce que j'aime ce que je fais en fait. Ça me dérange absolument pas. Même si je suis KO, ça me dérange pas du tout. C'est la passion qui parle en fait. C'est ça. Et parce que j'aime... En fait, dans mon métier, je fais pas que ça aussi. Voilà, là, par exemple, je suis en train de construire une formation, j'apprends plein de choses sur l'informatique. J'ai réussi à faire toute seule un site internet. Wow. Moi, je te félicite parce que moi, je sais pas faire ça. Je ne savais pas faire. J'ai passé 2 mois. Mais en fait, c'est ça, c'est cette passion du processus, en fait. Tu vois? Donc, si la personne, elle n'aime pas, si ça la botte pas, si ça en réalité, si elle n'est pas vraiment motivée, ça y est, ça marche pas. Mais il y a motivé et motivé, quoi. Tu vois? On vous invite à tous vous motiver et à tous entreprendre. Et je vous invite à échouer. Ouais. Et je vous invite à réussir. Et faut pas avoir peur de se lancer, même si ça fait peur. Même si vous avez des enfants à nourrir, des loyers à payer. Lancez-vous. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent à côté. Hein. Bien sûr. En fait, il faut pas... En fait, le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, les gens, ils regardent que la finalité.
Je te prends un exemple. Les gens, ils regardent le patron d'Amazon. Mais avant d'arriver à ce qu'il est aujourd'hui, Il avait un garage. il travaillait dans son garage, c'est ça. Il faut voir d'où est-ce qu'il est parti. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre ça. En fait, maintenant, les gens, ils veulent tout de suite. Ça se passe pas comme ça. La vraie vie, c'est pas ça. Ça, je pense que les gens, ils veulent ça parce que les réseaux sont arrivés, les influenceurs sont arrivés. Et un influenceur qui n'était personne avant, je vais mettre des guillemets, qui n'était personne en janvier, en juin, il était millionnaire. Et les gens, ils pensent que, pas tous, hein, mais beaucoup, ils pensent que... Mais quelle est sa c'est vie à facile lui, comme en ça. fait? Ouais, non, mais c'est ça, Il y a sa vie sur les photos. bien sûr. Mais à côté de la photo, ça se passe comment? Ah, mais il y a des gens qui ils vont regarder que l'image. Ouais, lui, il a eu ça, moi aussi, je veux ça. Mais derrière, peut-être ils font des sacrifices, peut-être ils ont fait d'autres choses. Et même cet dont on va pas parler. influenceur à 1 million, il travaille. Hein. Oui, c'est un travail. C'est un non, travail. mais c'est un travail qu'ils ont. On ne jugera pas le travail, chacun a son idée, mais c'est Mais en c'est réalité un La travail. personne n'est pas allongée sur son canapé. Bien sûr. Elle se fait prendre allongée en photo Ouais. sur son canapé. Ouais. Mais en vrai, Elle doit fait pas que préparer ça. la pause 10 minutes avant, 3h30, Voilà. le gros Il faut avoir la etc. passion de ça. Il faut Voilà, avoir la c'est passion ça. de se mettre en avant. Oh mon Dieu. Moi, c'est pas je mon peux truc. Mais, faire ça, mais moi. elle, cette personne-là, Ouais, c'est son ouais, truc. il y a des Donc gens elle a qui- cette passion de ça. Elle a la passion aussi de l'argent, Du coup, peut-être. c'est pour ça qu'elle a réussi. Voilà. Alors, dernière petite question. Si tu avais la certitude d'être toujours vivante dans 10 ans, et j'espère que tu seras vivante dans 10 ans, et Inch'Allah, que Dieu il t'accorde une longue vie, tu te vois où? Et tu te vois en train de faire quoi? Déjà, tu te vois avec moi, parce que sinon, ça va pas bien se passer. Hein. Donc, Je me vois où? En fait, j'aimerais, dans 10 ans, avoir pu étendre mon activité, pas pour que les gens me connaissent moi, c'est pas ça en fait ce que je cherche, mais pour pouvoir diffuser en fait mes idées, pour pouvoir justement aider les femmes. Voilà, tu parlais de conférence tout à l'heure, c'est quelque chose que j'avais dans la tête en effet. vous voyez pas le geste, mais je suis en train de lui faire un geste. Donc c'est quelque chose que j'aimerais. J'aimerais pouvoir être une cause de bien avec les gens, pouvoir intervenir dans les associations, dans les collectivités, dans les entreprises aussi. D'accord. Maintenant, tu as beaucoup d'entreprises qui font des choses pour leurs salariés, autre que le travail en lui-même. Donc voilà, je voudrais pouvoir, j'espère que l'entreprise soit pérenne et pourquoi pas aussi diffuser ça dans les pays francophones, mais pas forcément la France. Ouais. Donc maintenant, avec tout ce qui se fait en ligne, ça peut se faire, ou bien même sur place. Mais voilà, il y a beaucoup de travail à faire partout. Il y a beaucoup de fausses idées qui sont admises dans beaucoup de pays francophones. Et donc, si je pouvais aider les femmes et à les faire sortir des belles ailes de papillon, c'est magnifique. et ben, ça serait quelque chose de bien. Inch'Allah, que Dieu t'accorde tout ce dont tu mérites, tout ce que tu veux, si c'est un bien pour toi, et beaucoup de récompenses. On va clôturer sur cette belle parole que tu as dite, que je ne pourrais pas répéter, mais que je vais réécouter. Merci de m'avoir invitée. Non, mais c'est avec grand plaisir, parce qu'en plus, tu fais partie des personnes qui m'ont le plus motivé à faire le podcast, qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidé. Le processus. Voilà, le processus, voilà. C'est une femme formidable, ma Esma. Je vous souhaite à tous et toutes d'avoir une Esma dans vos vies, mais pas n'importe laquelle, comme la mienne. Et voilà, donc vraiment, barakallahu fiki. Je voudrais aussi faire une petite mention spéciale à Guila, qui va se reconnaître parce qu'il m'a aidé pour quelque chose sur lequel je galérais, j'arrivais pas à sortir mon podcast. Donc vraiment spéciale dédicace à toi, merci du fond du cœur et que Dieu t'accorde beaucoup de bien. J'espère que l'épisode il vous a plu. Vous pourrez me laisser des commentaires, en tout cas nous laisser des commentaires. Si vous avez des critiques positives, négatives, n'hésitez pas. Vous pourrez retrouver Esma, elle a un Instagram et un site web. Je vous laisserai du coup les coordonnées, on dit ? Oui. Ouais, les coordonnées sur Instagram, sous la description de la vidéo du podcast, excusez-moi. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, nuit, matinée, après-midi, ça dépend à quel moment vous écoutez. Et je vous dis à bientôt. Après avoir écouté cette discussion, sache que toi aussi tu es capable. Tu échoueras peut-être 1 fois, 2 fois, peut-être plus, mais ne baisse pas les bras, bats-toi et tu finiras par réussir. Inspire-toi de tous ces courageux qui se sont lancés et qui ont atteint leurs objectifs. Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer ta voie vers le succès. Si toi aussi tu veux venir nous raconter ton expérience, tes échecs, mais surtout tes réussites,
Envoie-nous un message sur Instagram ou à notre adresse mail disponible dans la description. Tu étais sur le podcast du déclic.